Les AOD, c'est les anciens NACO, les anciens nouveaux anticoagulants, qui sont plus nouveaux, qui sont pas tout à fait anciens, mais qui méritent qu'on se penche un petit peu sur leur devenir. Vous vous rappelez, les NACO, les AOD, c'est les anticoagulants qui sont dits oraux directs, qui ont une dose unique, on se pose pas de questions, il n'y a pas d'ajustement nécessaire, il y a pas de contrôle de coagulation, on s'embête plus avec les coups de fil pour rectifier un INR, il n'y a plus de prise de sang, on n'est plus angoissé, on se demande plus ce qui se passe quand on monte au plafond ou qu'on descend dans les abîmes. Il n'y a plus d'hémorragie, plus d'embolie, et donc, on pourrait dire, c'est une avancée essentielle en prévention. Mais en fait, je vous rappelle qu'en 2013, c'est Emmanuel Hazard qui est là, nous avait dit un petit peu le contraire. Il rappelait que depuis 2012, la prévention des AVC en situation de FA chez les patients non valvulaires sont des indications d'abigatran, rivaroxaban et apixaban. Mais la conclusion de ce qu'il nous présentait la dernière fois, c'était que les NACO n'étaient pas plus efficaces que les AVK. Vous vous souvenez, c'était sur des études de non-infériorité, ça avait été démontré, et donc voilà, c'était pas inférieur. Mais par contre, il rappelait qu'il y avait quand même un doute sur le risque hémorragique et qu'il n'y avait pas d'antidote. Et donc quand les gens ils saignent, on fait rien, on attend qu'ils saignent plus. Enfin, j'exagère, on les remplit un peu, mais bon, il n'y a pas d'antidote. Et puis, il disait aussi qu'il fallait se méfier parce qu'il y a une demi-vie courte. Et que donc, du coup, c'est vrai que quand on prend pas bien un AVK, ça monte, ça descend. Sauf que quand on prend pas bien un AOD, très rapidement, il n'a plus du tout d'efficacité. Et là, on rentre à nouveau dans un vrai risque par rapport à la coagulation. Et c'est le problème de l'observance. Parce qu'on nous dit souvent que avec les AVK, il y a des problèmes d'observance, les gens les prennent pas bien, ils mangent des oignons, etc. Mais avec les AOD, il y a aussi ce problème d'observance que quand on ne prend plus, on n'est plus protégé. Et donc il disait, et il terminait son travail comme ça, pas touche à mes AVK, sauf quand il y a des INR très labiles, quand il n'y a pas de contre-indication NACO, et quand la fonction rénale est bonne et qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments. Qu'est-ce qu'il en est en 2016 ? On s'aperçoit, enfin j'imagine que vous aussi vous avez un peu perçu ça, c'est que la prescription semble aller au-delà des indications initiales, et en tout cas au-delà de ce qu'on vient de voir, avec l'abandon des AVK et un passage presque systématique aux AOD. En tout cas, moi c'est ce que je vois dans ma patientèle. Et d'ailleurs, c'est confirmé par une étude de CNAM en 2013 où ils ont regardé le nombre d'instaurations en première intention ou d'AVK ou de NACO. Et en fait, vous voyez, le nombre de nouveaux traitements en NACO, c'est 235 000 et le nombre de nouveaux AVK, c'est 251 000. Et donc, du coup, c'est un petit peu contraire avec ce qu'on a dit tout à l'heure. D'autant que la commission de transparence de l'HAS s'est réunie à la demande du gouvernement et à la demande d'un certain nombre de groupes de patients pour remettre la place des AOD et des AVK en prévention dans les embolies pulmonaires et dans les AVC. Je ne parle pas des autres indications. Et donc, l'indication, c'est la prévention des AVC et des embolies pulmonaires en cas de FA non valvulaire, avec un ou plusieurs facteurs de risque, AVC, plus de 75 ans, insuffisance cardiaque, diabète, hypertension artérielle. Donc ça, c'est une indication. Mais quand même, la conclusion de cette commission de transparence, c'est que les AVK restent la référence en première intention, et que les non-AVK sont une alternative, mais de deuxième intention. Et il rajoute qu'il n'y a aucun argument scientifique qui justifie de remplacer un traitement par un AVK efficace et bien toléré par un AVK oral. Moi, j'ai juste en mémoire deux de mes patients, un qui était hypertendu, diabétique, et à la consultation, on trouve un rythme irrégulier. Donc, je l'envoie au cardio vite fait parce que je voulais pas lui faire une HBPM et puis envisager tout de suite une anticoagulation. Et puis, 15 jours après, je reçois le compte-rendu et il a été mis sous hélicis. Bon, je comprends pas très bien parce que j'avais en mémoire ce que vous avez dit, Emmanuel. J'ai un autre patient, lui, qui a une insuffisance cardiaque assez sévère et qui décompense très régulièrement sur le mode œdémateux, il gonfle, et donc il fallait que je le fasse un petit peu diminuer, donc je le fais hospitaliser, et il est sous anticoagulant parce qu'il a une FA, et alors il a jamais eu de problème, et en fait mon patient je le récupère, pareil aussi sous hélicis, et la semaine suivante il a fait une hémorragie terrible, il n'avait jamais fait sous AVK, donc voilà, tout ça, ça m'énervait un petit peu, et c'est pour ça que je me suis posé la question. Et donc on a des réponses par rapport à quelque chose d'assez officiel à la HAS, avec la commission de transparence, et là quand même la force d'une preuve, si jamais un jour vous êtes embêté, vous pouvez vous y référer. Le SMR reste important pour Eliquis et Xarelto, comme on l'avait démontré, modéré pour Pradaxa. Par contre, la SMR d'Eliquis est mineure par rapport aux AVK, et il n'y a pas d'ASMR pour Pradaxa et Xarelto. Pas d'amélioration du service médical rendu. On reste, en 2014, sur la commission de transparence, sur ces déclarations-là. Il doit y avoir une autre évaluation qui n'a pas encore eu lieu. Et donc, les AOD restent une prescription en deuxième intention, compte tenu à la fois de l'absence d'antidote,
dont on vous parlait tout à l'heure, de l'absence de possibilité de mesurer en pratique courante le niveau d'anticoagulation, et ils sont à réserver aux situations où, c'est important, les mots chacun leur poids, où les patients sous AVK sont mal équilibrés malgré une observance correcte, ou les patients pour lesquels les AVK sont contre-indiqués ou mal tolérés. Ça veut dire que le patient ne supporterait pas d'avoir une prise de sang tous les mois pour regarder l'INR, ça peut être aussi mal toléré. Et puis, il ne faut pas oublier, il le rappelle, qu'il est nécessaire d'avoir une prise régulière de ces traitements et que le fait de ne pas le prendre de façon régulière, c'est un gros danger par rapport aux facteurs de risque d'embolie. La HAS a d'ailleurs édité un bon usage du médicament pour l'indication des fibrillations auriculaires non valvulaires, la place pour les anticoagulants oraux, qui a été rendu le 17 décembre 2014. C'est ce document-là. Je vous ai mis à la fin du papier les références bibliographiques, vous pourrez le retrouver, et donc qui reprennent tout ce que je viens de vous dire, qui pourrait servir de référence par rapport à une discussion. Voilà, donc finalement, pas vraiment de nouveauté par rapport aux AOD, toujours une certaine précaution par rapport à l'utilisation, et on peut se poser la question de ce qu'on constate, c'est-à-dire que le nombre de traitements nouveaux qui sont aussi importants que ça. Sans doute, parce que j'ai triché un petit peu, je vous ai parlé de la commission de transparence, il y a un certain nombre de papiers, d'associations de cardiologie, où dans un premier temps, en 2013-14, ils avaient tendance à dire mais il vaut quand même mieux prescrire les AOD. Et là, sur les derniers papiers que j'ai repris, ils disent ça, mais ils rappellent toujours que ça doit être un traitement de deuxième intention. Mais c'est pas ce qui se passe. Donc là, il me reste une minute pour vous dire quelques petits trucs nouveaux quand même par rapport à ça. Alors, c'est pas encore tout prouvé, mais il y a quelques petites choses nouvelles. Et en particulier, un autre AOD qui est inhibiteur du facteur d'ISA. Pareil, c'est d'évaluation de non-infériorité. Il n'est pas plus efficace que la warfarine. Le risque hémorragique est le même. Il est autorisé par l'Union européenne et pas remboursé. Et il n'est pas encore commercialisé en France, mais vous allez en entendre bientôt parler, je pense. J'ai vu, je crois, dans Quotidien et Médecin, l'annonce de ce nouveau médicament, disant que c'était une nouveauté révolutionnaire, et mon interne qui est très pertinent, il a regardé en bas, en fait c'était une conférence de presse qui avait été faite par le laboratoire. Autre nouveauté quand même, et c'est important parce qu'on en entend parler, il y aurait des antidotes, en tout cas un antidote. Et donc du coup, si on a un antidote, il y a une des raisons pour lesquelles on ne prescrivait pas qui tomberait. Cet antidote, c'est le Praxbin, sauf que, voilà, indication d'urgence chirurgicale, la posologie 5 grammes IV en 2 perfusions, à renouveler éventuellement. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore très très bien sûr de son innocuité et de son efficacité. Alors, il n'est pas encore commercialisé, oui, mais il vaut quand même 2687 € en Belgique, et c'est une injection. Hein, bon. Donc, c'est pas un argument supplémentaire pour prescrire Pradaxa. Et puis, il y a d'autres antidotes. Les études sont en cours, mais pour l'instant, on ne sait rien. Juste pour votre réflexion, Préviscan 12,50 coût mensuel avec un INR qui vaut 10,13, le Pradaxa c'est 70 €. Voilà, donc faut rester attentif, on voit pas mal de choses, mais faut se méfier quand même. J'ai lu un papier ou deux sur les défenses de cardiologues qui n'avaient pas respecté ça. Il faudra qu'ils argumentent beaucoup par rapport à les indications qui ont été données sur la commission de transparence. Je vous remercie.